Rome. 1er siècle après Jésus-Christ. Le soleil vient de passer son zénith. Dans les rues qui entourent le Colisée, la foule n'avance plus. Elle pousse. Elle crie. Elle veut entrer. 50 000 personnes. Enter Caesar. Brûlés par l'été romain. Qui attendent une seule chose. Les gladiateurs. Tu crois savoir ce qui va se passer. Tu l'as vu dans les films. Le sable doré. Les épées qui s'entrechoquent. Et ce moment que tout le monde connaît, où l'empereur se lève, tourne le pouce vers le bas, et scelle le destin d'un homme. Oublie tout ça. Ce que tu t'apprêtes à voir n'a rien à voir avec ce que Hollywood t'a montré. Revenons au début. Rome, 264 avant Jésus-Christ. Un homme vient de mourir. Un noble romain nommé Junius Brutus Peura. Ses fils s'organisent ses funérailles. Et pour honorer son âme, ils font quelque chose que les Étrusques pratiquent depuis des siècles. Ils font combattre 3 paires d'hommes. Sur la tombe de leur père. Le sang versé, croit-il, nourrit l'âme du défunt. Lui donne la force pour le voyage vers l'au-delà. Ce ne sont pas des jeux. Ce n'est pas du divertissement. C'est un rite funéraire. Aussi sacré qu'une prière. Voilà l'origine des gladiateurs. Pas la soif de sang. Pas la cruauté de Rome. Un fils qui veut honorer son père mort. Pendant 2 siècles, ces combats restèrent ce qu'ils étaient. Des cérémonies privées. Des rituels. Puis un homme comprit quelque chose. Si les gens aimaient regarder ces combats, on pouvait les utiliser. Les candidats aux élections commencèrent à en organiser. Ils invitaient la plèbe entière. Ils offraient le spectacle. Ils offraient à manger. Et ils récoltaient les votes. Tite-Live nous raconte que les dépenses devinrent si extravagantes, si ruineuses pour les familles qui voulaient se faire élire, que le Sénat dut intervenir pour limiter le nombre de combattants. Les gladiateurs n'étaient plus un rite. Ils étaient devenus de la politique. Alors qui étaient ces hommes qui combattaient? Le cinéma t'a répondu, des esclaves. Des condamnés. Des misérables qu'on jetait dans l'arène sans leur demander leur avis. La réalité est plus étrange. Oui, une partie des gladiateurs étaient des esclaves. Des prisonniers de guerre. Des condamnés à mort à qui on proposait l'arène plutôt que l'exécution. Mais dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les historiens nous disent autre chose. Les hommes libres se portaient volontaires. Pas par folie. Par calcul. Un gladiateur recevait en s'engageant une prime importante. Il était logé, nourri mieux que la plupart des citoyens romains. Il avait accès aux meilleurs médecins de l'Empire. Galien, le plus grand médecin de l'Antiquité, commença sa carrière dans une école de gladiateurs à Pergame. C'est là qu'il apprit à soigner des blessures que personne d'autre ne savait traiter, parce que personne d'autre n'avait autant de blessés. Et puis il y avait la gloire. Martial, le poète romain, écrit ceci sur un gladiateur nommé Hermès. Il signifie la fortune pour les revendeurs de billets. Une star, dont le nom fait monter les prix du marché noir. Des graffitis retrouvés sur les murs de Pompéi décrivent certains gladiateurs comme la joie des filles, comme un soupir pour les femmes. Des membres de l'ordre équestre, la noblesse romaine, demandaient parfois à combattre dans l'arène. Le Sénat dut l'interdire par décret. La gloire de l'arène attirait trop haut. Maintenant parlons de ce qui se passait vraiment quand 2 hommes entraient dans le sable. Le matin des Jeux, tout commençait par un défilé. Les gladiateurs traversaient l'arène en ordre militaire, vêtus de manteaux de pourpre brodés d'or. Pas leurs armes encore. Juste eux. Et la foule qui les acclamait. Un orchestre jouait. Des flûtes. Des trompettes. Des cors. Puis venait la vérification des armes. L'éditeur, celui qui finançait les jeux, ou un représentant de l'empereur inspectait personnellement chaque épée, chaque bouclier, chaque trident, chaque filet. Les armes étaient réelles. Aiguises. Mortales. Les paires de combattants étaient tirées au sort. Et les paris commençaient dans les gradins. Les gladiateurs ne se battaient pas tous de la même façon. C'était une science. Une discipline codifiée, aussi précise que les échecs. Le rétiaire combattait avec un filet et un trident. Légèrement armé. Rapide. Agile. Son adversaire désigné était le secutor. Casque fermé, vision réduite à 2 petits trous. Le secutor devait attraper le rétiaire avant d'être épuisé. Le rétiaire devait esquiver jusqu'à ce que le secutor s'effondre. Un duel de stratégie autant que de force. Le mirmillon portait un grand bouclier et une épée courte. Lord. Massif. Une forteresse qui avançait. Son adversaire naturel était le thrace. Petite lame recourbée, petit bouclier, casque à rebord large. La rapidité contre la puissance. Chaque duel était pensé pour être visuellement différent.
pour que les 50 000 spectateurs n'aient jamais deux fois le même combat sous les yeux. Dans l'arène, 2 arbitres surveillaient tout. Des anciens gladiateurs. On les reconnaissait à leur long bâton blanc, la rudis. Ils pouvaient interrompre le combat à n'importe quel moment. Si un homme glissait, s'il perdait son arme, si la situation devenait inégale, ils pouvaient accorder une pause, donner de l'eau, permettre au médecin d'inspecter une blessure, puis remettre les 2 hommes face à face. Suétone nous raconte quelque chose d'extraordinaire. L'empereur Néron, celui-là même que l'histoire retient comme un monstre, organisa un jour des jeux lors desquels personne ne fut tué. Pas un seul homme, pas même les condamnés à mort. Pas de sentimentalité chez Néron. Juste le calcul d'un organisateur qui savait que tuer trop vite ses gladiateurs ruinait le spectacle. Car voilà ce que les films n'ont jamais compris. Un gladiateur mort, c'était une perte. Former un combattant prenait 2 ans. Le nourrir. Un siècle plus tard, Ridley Scott le suspendit dans son bureau pendant le tournage de Gladiator. Et le reste appartient à l'histoire du cinéma. Pas à l'histoire romaine. Le dernier combat de Gladiateur eut lieu en 404 après Jésus-Christ. Ce jour-là, un moine venu d'Orient sauta dans l'arène pour séparer 2 combattants. Il s'appelait Télémaque. La foule le lapida. L'empereur Honorius, horrifié, décréta l'interdiction définitive des jeux. 5 siècles de gladiature. Arrêté par un moine et quelques pierres lancées dans la colère. Flamma était syrien. Il combattit 34 fois dans l'arène. Il gagna 21 fois. Il fit 9 fois match nul. Il fut vaincu 4 fois, et gracié à chaque fois. On lui offrit 4 fois la rudis, le bâton de bois qui signifiait la liberté. 4 fois, Flamma refusa. Il choisit de rester gladiateur. Sa pierre tombale en Sicile dit tout cela. Gravé dans le marbre. 30 ans, 34 combats. Un homme libre qui préférait l'arène à la liberté. Rome ne nous a pas laissé beaucoup d'explications. Juste un nom. Et ce chiffre. 34.